RMC, le grand oral des grandes gueules. Grand oral des GG avec le vice-président du Front National, monsieur Florian Philippot. Bonjour. Bonjour. Vous allez pour une fois, monsieur Philippot, dire merci aux médias? Dites-moi. Parce que les médias parlent beaucoup plus de l'affaire Fillon que de l'affaire Le Pen. Vous êtes soulagé? Il faut dire que c'est pas tout à fait la même chose. Même pas du tout. Et même étonnant d'ailleurs. En réalité, on parle là aussi d'emploi fictif. Écoutez, dans ce que vous appelez l'affaire Le Pen, qui n'est pas une affaire, il n'y a pas du tout de soupçon d'enrichissement personnel. D'ailleurs, c'est un truc qui était sorti il y a 2 ans, qu'on ressort opportunément lors de l'élection présidentielle, mais ça avait été annoncé par le président alors du Parlement européen, un socialiste allemand, monsieur Martin Schulz, une semaine avant les élections départementales, en expliquant qu'on ne pouvait pas être en même temps militant du Front et assistant parlementaire au Parlement européen, ce qui est une absurdité totale. Non, la question est de savoir, est-ce que monsieur Légier était garde du corps ou assistant parlementaire? Monsieur Légier, vous savez, il est aussi conseiller régional, donc je vois pas pourquoi il pourrait pas être assistant parlementaire. Donc c'est la même chose, sauf garde du corps, assistant parlementaire. Non, c'est pas la même chose, c'est régional. simplement qu'on a, vous savez, un garde du corps, il est pas forcément, enfin, je sais pas, ceux qui disent cela ont une drôle de vision des gardes du corps. C'est un vrai métier quand même. Je sais pas, C'est un vrai métier technique. Et d'ailleurs, oui, c'est un vrai métier. En revanche, assistant parlementaire, il risque sa vie tous les jours. Et assistant parlementaire, oui, c'est un vrai métier parce que s'ils étaient pas là, on aurait du mal à travailler les positions. C'est un vrai métier, les amendements, les interventions, c'est un vrai métier sans diplôme, sans critères. On peut embaucher qui on veut. Journaliste, quoi. On s'en aperçoit. Ouais. Non, il y a des diplômes de journalisme. Ah bon? Ça dépend pour qui. Mais on peut très bien réussir partout dans tous les métiers sans diplôme. Non, mais Philippot... Il y a parfois des gens qui sont d'excellents créateurs d'entreprises sans diplôme. Monsieur Philippot, en fait, le problème n'est pas là. Il était à la fois garde du corps, c'est un métier à temps plein. Je veux bien... Non, mais le problème, c'est est-ce qu'on peut exercer en même temps 2 métiers à temps plein? C'est surtout ça, parce que qu'il soit garde du corps, c'est une chose, qu'il soit assistant parlementaire, c'en est une autre, mais est-ce que vous pouvez vraiment faire les deux? Surtout si en plus vous êtes conseiller régional, ça me paraît beaucoup pour un seul homme, même s'il a certainement beaucoup de qualité. Elle est là la question. C'est quel emploi était fictif en fait. C'est bien ça. Écoutez, moi je veux bien. Ça fait 100 fois que je réponds à ce genre de questions sur des plateaux. Oui, mais allez-y, on est là pour vous écouter. Non, je suis pas en garde à vue, surtout pas avec vous. Donc vous attendez que la justice se prononce. Je ne vous assisterai pas, effectivement. Soit vous avez raison et à ce moment-là c'était une erreur de contrat, etc. Ce sera réglé. Soit vous avez tort et vous vous excuserez de ces heures d'antenne de diffamation contre Marine Le Pen. Moi, depuis des heures je posais une question, monsieur Philippot. Mais moi je vous ai répondu. Je dis que cet homme était assistant parlementaire. C'était un contrat pendant quelques mois et qu'il a parfaitement pu l'être. Maintenant, si vous n'avez pas compris que cette affaire a été lancée par nos opposants politiques, parce que vous faites croire que c'est la justice, c'est pas vrai. C'est monsieur Schulz qui lui-même. Il n'y a pas eu une demande de remboursement, ou alors c'est moi qui me trompe. C'est le Parlement européen qui a demandé le remboursement. C'est pas la justice, parce que c'est l'argent du Parlement européen. Ce sont les européistes. Et qui non, c'est notre argent. Non, qui déteste-t-il? Même c'est pas une décision judiciaire, c'est une décision politique. De contrôle, oui. Qui déteste-t-il là-bas? Il y a 2 partis qui sont sous enquête. Il y en a 2, et c'est tout. Le Front National, vous le savez, et UKIP, le parti souverainiste britannique. Oh, comme par hasard. Par contre, les gentils européistes, les gentils fédéralistes, eux ne sont jamais. Non, c'est pas du tout une théorie du complot. Quand c'est Fillon, c'est une vraie affaire. Quand c'est Le Pen, c'est le complot. Je vous donne aussi autre chose, monsieur Truchot. L'OLAF a été saisi sur le cas de Martin Schulz il y a 2 ans. Martin Schulz aujourd'hui, alors pas en France, la presse française n'en dit pas un mot, mais il est au cœur d'une affaire et c'est retranscrit. Qu'est-ce que c'est que l'OLAF? L'organisme de lutte antifraude qui est lié à la Commission européenne. L'OLAF, donc c'est lié à l'Union européenne, c'est pas judiciaire. L'OLAF saisi sur le cas de Martin Schulz, qui aujourd'hui est au cœur d'une tourmente parce qu'on lui reproche des trajets en jet privé à 20 000 € de l'heure. On lui reproche, oui, des assistants fantômes. On lui reproche des restaurants luxueux quand il était président du Parlement européen. On lui reproche des nominations douteuses par copinage, etc., etc. C'est partout en ce moment dans la presse anglaise et dans la presse allemande. L'OLAF ne s'est jamais saisi de son cas. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est un copain. Parce que c'est un européiste. Parce que c'est pas un patriote, c'est pas un souverainiste. Alors, vous voyez, donc je veux dire, au bout d'un moment. Je crois que les Français, vous dites, je sais que des journalistes se lamentent en disant « Oh, ça prend pas pour Marine Le Pen, on n'arrive pas à la faire baisser. » Non, d'ailleurs, elle vient de gagner un point dans le sondage qui vient de sortir il y a 3 minutes. Tant mieux. Tant mieux, oui, je suis d'accord avec vous. Non, mais tant mieux pour vous. Je veux dire, c'est pas la question. La question, les Français sont pas idiots. Ils font la différence entre des vraies affaires. Quand vous êtes payé 200 000 € par AXA et que vous présentez dans le même temps, comme monsieur Fillon, un projet en matière de sécurité sociale, de destruction de la sécurité sociale au bénéfice des assureurs privés, là ça interpelle légitimement les Français. Quand ce sont les adversaires politiques de Marine Le Pen qui l'accusent devant les médias, c'est forcément moins crédible. Est-ce que, au lieu de se renvoyer les affaires, moi je renvoie pas les affaires. Est-ce qu'il n'est pas temps peut-être de réfléchir à moraliser cette vie politique, à fixer des règles claires sur les assistants parlementaires? Alors déjà que
bon, c'est vrai que le Parlement européen va un peu plus loin que le Parlement français, puisqu'on ne peut pas employer des membres de sa famille. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de proposer des règles un peu plus strictes de transparence? Est-ce que le Front National va le faire pendant cette campagne? Alors, il y a une autre possibilité. Ça existait au début dans les conseils régionaux, c'est qu'il n'y a plus d'assistants parlementaires et d'enveloppes gérées par les députés, les parlementaires, et les assemblées, avec les mêmes sommes d'argent, donc il n'y a pas de surcoût, mettent à disposition des fonctionnaires, à chaque élu. Alors bien sûr, on n'aura pas du tout la même relation de travail, parce qu'on n'aura pas la même confiance, la même relation militante de communauté d'idées qu'on a avec son assistant parlementaire, mais ça peut être une solution. On peut faire ça, et comme ça tout le monde sera content. Moi, ça me dérange pas. A priori, c'est moins bon pour le travail au quotidien, parce que je pense qu'un député et son assistant partagent des idées, puissent se faire confiance dans ce qu'ils disent, c'est plutôt mieux pour le travail parlementaire. On peut sinon faire cela. Sinon, on peut aussi tout simplement arrêter de jeter l'eau propre sur tout le monde, hein. Et arrêter de considérer qu'aujourd'hui, par principe, un assistant parlementaire est un métier... C'est pour ça qu'il faut clarifier les règles et apporter un peu plus de transparence et de contrôle, parce que je pense que les Français ont l'impression déjà, on peut étendre les règles du Parlement européen à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et ça sera dans la proposition, ça sera dans le programme de Marine Le Pen? Oui, on l'a déjà dit. Fillon, l'objet d'une attaque. Aujourd'hui, on est obligé d'admettre, même si c'est pas votre ami, qu'il n'a pas été mis en cause par la justice. Vous-même, votre parti mis en cause dans l'affaire qu'on vient d'évoquer. On voit que peu à peu, les projecteurs se tournent vers Macron. J'entends déjà, vous savez, c'est des signaux faibles. Non, mais vous savez comme moi que ça existe, les signaux faibles, mais ça va venir. Sur ces financements, j'entends des gens qui disent, mais le nombre de contributeurs est extrêmement réduit, comment est-ce possible, etc. Est-ce qu'il y a dans ce pays, à votre avis, des officines, et là, en substance, des officines de gauche, pour traiter ce genre d'affaires? Je sais pas, là on va m'accuser de la théorie du complot. Non, mais voyons les choses objectivement. Là. Non mais je regarde objectivement. Sur Fillon, il y a toute une série d'affaires. Il y a la revue des Deux Mondes, il y a les chèques du Sénat, etc., etc. Il y a ce que je vous ai dit, les conférences. Il a fait des conférences. Mais toujours pas de condamnation. Non, mais bien sûr, je ne l'accuse pas. Ni de mise en examen. Et je ne l'accuse pas. Je ne dis ni qu'il est innocent ni coupable. Avant, je n'en sais rien. Et d'ailleurs, je suis très content qu'on puisse revenir à un débat de fond. Moi, j'ai plein de choses à dire sur le programme politique. Je crois que c'est plus intéressant de François Fillon. Sur Monsieur Macron, il y a une grande timidité médiatique, hein, parce qu'il a beaucoup de réseaux dans les médias. Elle commence à être rompue, vous savez, chaque chose vient en son temps. Mais Macron, c'est le candidat des banques, c'est le candidat des médias aussi. Donc effectivement, les médias... Vous entendez par là, pourquoi vous dites ça? Oui, voilà, et pourquoi les banques, pourquoi les médias? Parce qu'il suffit d'allumer... Non, mais il suffit d'allumer un poste de radio. Beaucoup aussi, monsieur Philippot. C'est pas une question de voir. C'est vous qui dites ça. Ah, mais moi, je suis pas du tout traité de la même manière. Ah non, mais c'est extraordinaire, monsieur Philippot, c'est vous qu'on voit le plus. Ah non, mais ça, madame, c'est facile. Bah non, mais on peut compter, on vous voit plus qu'Emmanuel Macron ou ses sympathisants. Je suis pas tout à fait traité de la même manière que monsieur Macron, ça vous aura pas échappé. Vous êtes maltraité? Vous trouvez que le Front National est traité de la même manière que monsieur Macron? Mais allumer un poste de radio ou de télévision, ça fera rire tous les Français. Si vous dites n'êtes pas traité de la même façon. Et vos confrères journalistes me le disent en privé, en off, qu'évidemment ils ont des consignes pour pas nous traiter de la même manière. Alors ça, j'aimerais bien savoir. Je vous dirai des noms après. Ah bah oui, non, mais vous portez des accusations. Allez-y. Je vais pas balancer comme ça vos confrères. Vous avez trop de passer. Et pourtant, je vous promets que c'est vrai. Ah bah vous n'êtes pas grande gueule. Ah bah non, mais dites, non, mais sérieusement. Vous voulez vraiment? Moi, je vais pas dire. Allez-y. Ça pourrait créer un problème même ici. Non, mais allez-y. Voilà, donc monsieur Macron. Non, mais attendez, non, sérieusement, parce que monsieur Macron, lui, vous jetez l'opprobre en disant il y a des consignes, etc. Dites-nous qui reçoit des consignes, qui vous a dit qu'il y avait des consignes, qu'il fallait maltraiter le Front National. Vous savez, je protège le secret des sources, comme vous. Donc ne comptez pas sur moi pour le dire. Parce que vous savez très bien qu'ils auraient des ennuis. Il fallait pas en parler alors. Ah mais je le dis par principe, voilà. Je le dis simplement. C'est un peu pervers là, ce que vous faites. C'est pas pervers, mais ça n'étonnera personne. Tout le monde voit bien que qualitativement, et vous dites quantitativement. Ah oui, vous dites je vous vois beaucoup, monsieur Philippot. Vous le savez comme moi, que vous êtes quand même très présent. Regardez les chiffres. Regardez monsieur Macron. Regardez les chiffres, monsieur Philippot. Non, mais monsieur Philippot, parce que non, je vais pas vous lâcher là-dessus, parce que là, devant des centaines de milliers de personnes et 1 800 000 personnes, vous êtes en train de dire qu'on a des consignes pour privilégier Macron. Que par rapport aux Français. Non, je vous lâcherai pas là-dessus, monsieur Philippot. Qui sont ceux qui ont reçu des consignes pour plus recevoir Macron que le Front National? C'est pas du tout ce que j'ai dit. Si, j'ai dit dans la manière de traiter le Front National. Dites-le, non, je vous lâcherai pas, dites-le. Dans la manière de traiter le Front National. Dites-le, là, il y a quasiment 2 millions de personnes qui vous écoutent, qui reçoit des consignes. Dites-le.
que des journalistes... Dites qui a que reçu des journalistes, quels sont qu'il ait demandé à des journalistes de traiter le front de la manière. Bien sûr que oui. Qui? Mais je vous dirai pas. Mais donc c'est faux, alors. Je vous dirai pas. Non, dites-le. Eh ben, considérez que c'est faux, je m'en fous, complètement. Non, considérez que c'est faux. Je veux savoir ce que ça veut dire être maltraité, en fait, par les journalistes. Est-ce que c'est avant le passage à l'antenne? Est-ce que c'est dans les questions qui vous sont posées? Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire les choix d'angle, la manière dont on est questionné, l'agressivité qui est mise. Vous bottez en touche, vous détournez. Non, monsieur Philippot, c'est pas l'agressivité qui est mise vous bottez en dans tel ou touche. tel propos. C'est la dernière fois que j'ai fait les grandes gueules, il y avait un certain Charles Consigny qui était là. Qui n'est pas journaliste. Charles Consigny, j'ai dû appeler ensuite votre rédaction parce qu'il favorisait sur Twitter des tweets qui appelaient à m'agresser physiquement. Oui, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Ça, c'est l'opinion des grandes. Oui, il a enlevé les j'aime. Il a enlevé les j'aime en disant j'avais pas vu ce que je favorisais. Je veux bien le croire de bonne foi, mais j'ai dû appeler la rédaction qui était outrée parce que monsieur Charles Consigny mettait des petits j'aime sur des tweets qui étaient d'abord injurieux et ensuite même un tweet qui disait il faut me casser la gueule. Est-ce qu'on fait ça pour d'autres candidats? Oui, non, mais sauf que monsieur Philippot, vous confondez voilà les chroniqueurs des grandes gueules qui sont des gens qui ont comme moi, comme Charles, comme d'autres, on a des opinions et effectivement moi par exemple, je ne me cache pas de ne pas aimer vos idées. Voilà, clairement, je vous le dis. Pour autant, je ne vous agresse pas et nous sommes entre personnes polies, il n'y a pas de difficulté. Mais j'ai le droit de vous dire que le Front National, à la télévision, et c'est visible oui, mais on peut pas confondre avec les médias. Non, c'est pas ce que vous avez dit. C'est pas ce que vous avez dit. Vous dites qu'il y a des consignes. C'est pour ça que je demande d'être clair et de les dénoncer. Certains journalistes, il leur est demandé de traiter de telle ou telle manière. Mais puisqu'ils vous l'ont dit en off, allons-y. Allons-y, on va vous croire. Si vous portez une accusation, vous allez jusqu'au bout. Je demande pas à être cru par tout le monde. Peu importe, ceux qui veulent pas me croire me croiront pas, mais ne comptez pas sur moi pour donner les noms, vous savez très bien que ça se fait pas. Bon, on va refermer la parenthèse. Néanmoins, attendez, je réponds juste sur les chiffres. Regardez les chiffres du CSA, le Front National, il a maximum 10% du temps d'antenne. Ouais, enfin les chiffres du CSA ont été... Non, mais vraiment, donc vous pouvez pas dire le Front National, il et est... là, vous allez avec... Et alors que dans les sondages, on est presque à 30%. Dans la campagne présidentielle, vous allez avoir l'égalité, ce qui est normal. Enfin, en toute fin de campagne, oui. Le CSA en toute fin, parce que sinon c'est l'équité. Le CSA fait respecter des règles de temps de parole. Oui, mais on peut pas dire que le Front est aujourd'hui le poids qu'il a dans les sondages ou dans les élections, c'est pas vrai. Il a moins que le poids qu'il a dans les élections ou les sondages. Peu importe, puisque Marine Le Pen... On est quand même audible. Et tous les sondages le disent, et pour l'instant, la seule, semble-t-il, sûre d'être qualifiée pour le premier tour, pour le deuxième tour. Bon, donc vous voyez, malgré cette maltraitance que vous dénoncez, ça se passe je dénonce rien du tout. Vous savez, bien pour elle. Je vais vous dire. Votre problème, c'est gagner cette présidentielle. D'abord, je dénonce rien du tout. Je vais vous le dire, d'abord, je dénonce rien du tout. Parce que accusations j'accepte jusqu'au bout. Non, mais moi, j'accepte. C'est jeter le doute. J'accepte tous les débats, toutes les interviews, même si c'est pas forcément toujours un tapis de rose, évidemment, qu'on nous met sous les pieds. On n'est pas là pour faire des tapis de rose. Bien sûr que non. Et nous sommes là pour répondre à tout. Je le sais parfaitement bien, et ça ne me fait pas peur. Maintenant, je vais vous dire, je sais aussi que nous dérangeons un système. Regardez ce qui s'est passé pour l'élection. Attendez. Regardez ce qui s'est passé pour l'élection de Trump. L'élection de Trump, je crois que c'était bfmtv.com qui avait sorti l'info, vous voyez, c'est pas sorti de mon délire. bfmtv.com avait sorti l'info, il y avait 194 médias sur 200 qui étaient pro Hillary Clinton, il y en avait 6 sur 200 qui étaient pro Trump. Regardez le Brexit. La campagne référendaire. Quasiment l'intégralité des médias faisait campagne contre le Brexit. Ce qui n'a pas empêché le Brexit de gagner. Donc vous plaignez pas. En 2005. À la limite, au mieux que les médias en 2005, lors du référendum sur la Constitution européenne, des études étaient sorties après. 100% des éditorialistes étaient pour le oui. 100%. Il n'y en avait pas un qui était pour le non. Le non l'a quand même emporté largement, même s'il a été trahi ensuite par le gouvernement Sarkozy-Fillon avec la complicité du PS, avec le traité de Lisbonne. Donc ça ne fait pas peur. Je pense que nous incarnons aujourd'hui une forme de patriotisme face à un système mondialiste qui veut se débarrasser de la France et des nations. Alors ils ont pour candidat Macron, Fillon, peu importe. Et nous croyons à la France et nous la chérissons, nous l'aimons. Nous ne dirons jamais, par exemple, qu'elle est coupable de crimes contre l'humanité. Nous préférons montrer ce qui est positif dans la France. Alors si elle n'est pas coupable de crimes contre l'humanité, vous faites référence à la déclaration d'Emmanuel Macron concernant la colonisation en Algérie. Qu'est-ce qu'elle a fait avec cette colonisation? C'est un bienfait, c'est une bonne chose, c'est une belle période de l'histoire de France. C'est une période qui a existé, et voilà. Et vous savez, c'est pas à nous de faire l'histoire, c'est aux historiens d'abord. Alors, bien sûr qu'on peut avoir une opinion. Chaque jour, bien sûr qu'il y a eu des exactions, des brutalités, et comment ne pas nier même le principe même aujourd'hui de colonisation nous ferait horreur. Mais on est en 2017.
L'histoire, c'est l'histoire. Il y a aussi eu des routes, il y a aussi eu des hôpitaux, il y a aussi eu des écoles. Morts. Il y a aussi des morts pour construire ces routes. N'est-ce pas ce que je viens de dire? Ah oui, non, mais c'est pas que les routes, parce que les routes, elles sortent pas de terre comme ça. Le goudron ne s'étale pas comme ça, tout seul. Non. Il y a des gens qui viennent, il y avait du travail forcé, il y a des gens qui viennent pour construire ces routes et qui sont morts en construisant ces routes. Voilà. Donc, mais de là, donc il y avait du plus et il y avait du moins. Mais de là à dire, et puis l'apport de la langue française, de la culture française et des droits de l'homme. Et de là à dire. Vous avez nié la culture des personnes, des autochtones, pour imposer la culture de la France. Moi, j'ai rien nié du tout. Je ne vivais pas en 1830 quand la France est arrivée en Algérie et qu'à l'époque, d'ailleurs, l'Algérie n'était pas indépendante, elle était sous le joug ottoman. Vous dites à cette époque-là qu'en fait, on ne peut pas dire que c'est un crime contre l'humanité. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Non, mais il faut dire ce qui est. Vous savez pourquoi c'est pas un crime contre l'humanité? Cette période est terminée, c'est vrai, effectivement, mais à l'époque, effectivement, pour moi, c'est un crime contre l'humanité. On ne vient pas sur la terre de quelqu'un d'autre, nier je ne suis pas d'accord avec vous. Son identité, le mettre dans un travail forcé, réprimé par le sang et dire ah non, c'était moins, c'était plus, il y a des moins, il y a des plus, il y a des moins, il y a des moins, c'est tout. Non, il y avait des plus et des moins, je le maintiens, mais on s'en va d'accord, c'est pas grave. Oui, moi je pense qu'il y a des plus et des moins, il y a aussi eu un apport en termes d'hôpitaux, en termes de routes, en termes de modernisation, en termes de langue, etc. Mais on sera pas d'accord. Peu importe. Mais en tout cas, de là à dire que c'est un crime contre l'humanité, comme l'a fait Monsieur Macron, c'est précis un crime contre l'humanité. C'est fort, c'est violent. Et je pense que c'est irresponsable dans le climat actuel, parce que vous savez bien que parmi les racailles qui brûlent, qui cassent, tout ce qui symbolise l'État, tout ce qui symbolise la France, il y a cet argument qui est utilisé. Beaucoup le justifient avec l'histoire. En disant, c'est l'État colonisateur, alors que ces gens-là n'ont jamais vécu un seul instant en Algérie, qui sont nés bien après l'indépendance. Qui sont français. J'ai dit racailles. Oui, vous avez raison, il y a malheureusement beaucoup de Français parmi les racailles. Ça, je suis bien d'accord avec vous, ce qui montre qu'on a beaucoup de travail à faire. C'est pas contradictoire, hein, racailles et Français. Non. Mais je considère que c'est une déclaration irresponsable parce que ça met de l'huile sur le feu et ce sera utilisé, c'est servir sur un plateau d'argent un argument à ces gens-là. Et puis, au bout d'un moment, Monsieur Macron, quand est-ce qu'il parlera bien de la France? Il dit qu'il n'y a pas de culture française, il l'a dit dans un meeting. Il fait certains meetings en anglais. On parlait, je vous entendais sur ce débat très intéressant sur le slogan des JO. Moi aussi, je suis révolté par ce slogan en anglais des JO. Il a fait un meeting en anglais, en langue anglaise, à Berlin, même pas en allemand, ce qui est quand même curieux. Pour qu'on le comprenne. Oui, mais il parle peut-être pas allemand. Enfin, je veux dire, il est bilingue anglais. Pour que les Allemands le comprennent, qu'il le fasse en anglais, c'est pas choquant. Je suis pas certain que tous les Allemands comprennent l'anglais. Beaucoup mieux que les Français. Et puis, deuxièmement, il est quand même candidat à la présidence de la République française. Donc si même le chef d'État renonce à défendre le statut international de la langue française, renonce à défendre... qui parle bien anglais, il y a des traducteurs, même en temps réel, en direct, ça marche maintenant tout ça, on a des nouvelles technologies. Vous utilisiez ce type d'argument, Monsieur Philippot. Si, moi ça m'a choqué profondément. Vous pensez au-dessus parce que, je sais pas, je me rappelle de Kennedy qui dit « Ich bin ein Berliner », je peux citer de nombreux exemples de chefs d'État. Et de Gaulle qui apprenait des textes en langue étrangère, mais à la limite, quand il était en Allemagne, il parlait allemand. Franchement, Monsieur Philippot, on peut ne pas aimer l'Union européenne. Je ne chéris pas l'Union européenne et les technocrates. Je n'ai pas d'admiration particulière, mais l'anglais est une langue qui n'est pas scandaleuse. Et après tout, dans une compétition internationale où on a affaire à un jury qui est plutôt anglophone que francophone, on peut le regretter, vous et moi. Mais autant parler la langue de ceux qui... si vous voulez... Non, mais là, la langue des gens qui nous comprennent. Sur le fond, je suis pas d'accord avec vous parce que je pense que le dossier, il sera jugé sur bien d'autres critères. La solidité du dossier, et puis le français est une langue... C'est donc un débat inutile. Non mais parce que si on a fait les lois tout bon, si normalement la France défend la francophonie avec l'Afrique, avec le Québec, avec d'autres pays, c'est parce que c'est une richesse. Et si même le chef d'État, ou quelqu'un qui veut être chef d'État, renonce au statut international de la langue française, renonce à la francophonie, moi je trouve que ça veut dire qu'on renonce à une part de notre culture. Vous savez, la langue c'est la base de tout. C'est la manière de penser le monde, de le voir, de le concevoir. Et je crois que c'est important. Merci de rester avec nous, Florian Philippot, vice-président du Front National. C'est la suite du Grand Oral dans un instant. Changer pour ING Direct n'a jamais été aussi simple. Avec le switching service, quelques clics et on organise tout avec votre ancienne banque. ING Direct, c'est bon de décider. Voyage privé. Économisez jusqu'à 70% sur une sélection impitoyable d'hôtels 4 et 5 étoiles. Connectez-vous vite sur voyageprivé.com. Le calcaire est déjà de retour. Ce produit ne protège pas contre le calcaire. Essaye Antical. Après avoir éliminé le calcaire, il protège vos surfaces pour qu'elles brillent plus longtemps. Antical. Le calcaire, c'est son affaire. Mais qu'est-ce qu'elle a dit, Daddy?
Depuis 14 ans, je visite les maisons les mieux rénovées de France et je sais comment trouver le bon artisan au bon prix pour vos travaux. Avec Travaux.com, entrez en relation avec des artisans qualifiés près de chez vous et consultez les notes et avis des particuliers. J'ai tout de suite été contacté par plusieurs artisans. C'est simple et gratuit. Avec Travaux.com, choisissez le meilleur artisan pour tous vos travaux. Travaux.com. Lelynx.fr présente David Lelynx, Sophie Lelynx, Chloé Lelynx, Louis Lelynx. Comme eux, 7 millions de malynx ont déjà comparé leur assurance avec Lelynx.fr. Vous aussi, essayez et comparez votre assurance. Soyez malynx, soyez Lelynx. Hey, votre copine c'est Miss Brown? Ouais, la responsable en chef du chocolat, on sait. J'adore son chocolat. Bon, bah moi j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Chez le coiffeur? Et on n'a pas de monnaie pour le taxi. C'est pas grave, on va trouver un arrangement. Oh oh. Et maintenant, découvrez les nouvelles box M&M's, Peanut et Choco. Hé Rouge, tu crois qu'il va nous trouver? Chut. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, sur numéro 23 radio et télé pour les GG avec la suite du grand oral. Florian Philippot, vice-président du Front National, est avec nous. Question? Oui, moi j'ai une question. Ça, c'est pas de la fiction. Lehman Brothers a recommandé de sous-pondérer la dette française et les obligations françaises. Ouais. Autrement dit, le prix de notre déficit, parce qu'il y a une perspective d'arrivée de Marine Le Pen au second tour et d'élection. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la communauté internationale ne prêtera plus d'argent à un pays qui serait dirigé par Marine Le Pen, ou en tout cas envoie des signaux d'inquiétude. Qu'en pensez-vous? Je pense que il y a deux choses. D'abord, les taux d'intérêt réaugmentent un peu partout dans le monde, surtout parce que le pétrole réaugmente et parce que les investisseurs anticipent une politique. Si je peux me permettre, une politique de relance de Trump. Pour tout le monde. C'est-à-dire, les taux d'intérêt augmentent pour la France, mais pas pour l'Allemagne. Alors l'écart, le spread de taux, comme on dit, l'écart de taux, il revient au niveau d'à peu près d'avant 2015. Marine Le Pen n'était pas présidente de la République, ça vous a pas échappé avant 2015. Deuxièmement, donc sur le fond d'abord, je veux bien que Marine Le Pen elle a une stature mondiale, mais de là à influencer les taux d'intérêt un peu partout dans le monde, ça me paraît un peu fort. Deuxièmement, vous savez, ce chantage, il a été fait avant le Brexit. On expliquait, il y avait des banques qui sortaient des rapports, etc., qui allaient dans les médias expliquer que si le Royaume-Uni choisissait le Brexit, on allait avoir une explosion des taux et qu'on prêterait plus au Royaume-Uni, etc. Bon, il n'a pas encore été, il n'est pas en vigueur, le Brexit. Il est totalement, vous savez, en économie, c'est l'anticipation qui compte. Il est totalement anticipé. Aujourd'hui, d'ailleurs, le Royaume-Uni a la plus forte croissance du G7 et a encore vu le mois dernier son chômage baisser. Mais il est anticipé. Mais la monnaie faible. Vous savez, quand un grand groupe vient s'installer, annonce, comme ils l'ont fait ces derniers mois, qu'il installe son siège social au Royaume-Uni, ce grand groupe, il n'est pas stupide. Il sait que dans 3 semaines maintenant, le Brexit sera activé et donc il sait, il va pas déménager son siège social 3 mois plus tard. Donc vous dites, Marine Le Pen présidente, rassurez-vous, mais bien sûr, la France ne que veulent les investisseurs? Non, mais faut être honnête, il y a deux choses. Au bout. Attendez, moi je vais au bout et vous irez après. Il y a deux choses. Un, ce que veulent les investisseurs, c'est une économie en bonne santé. On investit dans un pays qui va bien. Or la France va mal. Pour qu'elle aille bien, il faut changer de politique. Il faut aller vers le patriotisme économique. Il faut aller vers le soutien à l'innovation, aux PME, aux créateurs d'emplois. Il faut que la France retrouve du muscle dans la mondialisation, se protège de la concurrence déloyale. C'est ce climat favorable, y compris en construisant des infrastructures de services publics qui sont des manières d'attirer des investisseurs, des entreprises. C'est comme cela, d'abord, qu'on va rassurer les investisseurs. Et deuxièmement, on va couper la dépendance par rapport à la finance mondiale de nouveau en permettant à la Banque de France de prêter directement au Trésor, de prêter directement à l'État. Ça, c'est un des engagements, un des 144 engagements de Marine Le Pen, redonner toute sa pleine et entière capacité à la Banque de France, qui avait été restreinte dans les années 70 et complètement arrêtée et stoppée par le traité de Maastricht en 92. Mais quand je dis il faut aller jusqu'au bout, l'effet que produira les mesures que vous annoncez, c'est plutôt celui d'une dévaluation de la monnaie. Ça a des avantages, ça dope la compétitivité des industriels français, on vend plus facilement à l'étranger. Ça a un inconvénient majeur, c'est que ça déprécie la valeur de ce qu'on a en main. Donc il faut dire aux retraités, aujourd'hui, dont les pensions sont bloquées, que le retour au franc ou à quelque chose
de ressemblant se traduirait par une baisse de pouvoir d'achat pour eux. Non, c'est faux. C'est mécanique, là. Non, vous savez, l'euro, il a perdu 30% de sa valeur en quelques années. Est-ce que les retraités ont le sentiment que leur pouvoir d'achat s'est affaibli? On n'a pas changé de monnaie, c'est pas la même chose. Oui, mais l'euro s'est dévalué de 30%. Non, bien sûr que non. Cet argument-là, le Royaume-Uni vient de voir sa livre baisser et revenir à un niveau bien plus supportable, de 15%. Les retraités britanniques ne sont pas abreuvés de 15%. N'a jamais adopté l'euro. Non, mais le Royaume-Uni a sa monnaie nationale et vient de voir sa monnaie nationale. Sans être trop technique dans le débat économique. Simplement, aujourd'hui, Marine Le Pen semble portée par une dynamique de premier tour qui la conduirait à se qualifier pour la finale. Sauf qu'en finale, il y a toujours ce fameux plafond de verre qui la stoppe, et notamment cette inquiétude sur, comme le dit Pascal, ce que deviendrait la France avec à sa tête Marine Le Pen. L'idée de sortir de l'euro, ça semble être une aventure quand même un peu compliquée pour une majorité de Français. L'idée de se replier derrière ses frontières au moment où nous sommes menacés par des grands groupes, le continent asiatique, le Brésil, les États-Unis, revenir plus petit, ça semble compliqué finalement, alors qu'au contraire, plus on est gros aujourd'hui dans le monde actuel, plus on triomphe. Si l'Union européenne ça fonctionnait, ça se saurait. Mais elle peut marcher différemment. Non, mais ça fait 30 ans qu'il y a des promesses de dire on fera l'Europe différente demain, etc. Les gens n'y croient plus une seconde, ils ont bien raison. Pour changer, il faudrait que l'Allemagne l'accepte, il faudrait que tous les pays l'acceptent, que la Commission l'accepte. Ils sont très loin. Vous savez que ce qu'a dit Mme Merkel hier, elle a dit l'euro est un problème pour l'Allemagne. Mais elle le dit dans le sens inverse de nous. Oui. L'euro est trop faible. C'est une dévaluation. Elle veut un euro plus fort. Alors que nous, il est déjà trop fort. Donc vous voyez bien que ça va pas, on n'a pas les mêmes intérêts. Si Mme Merkel, au même moment, dit l'euro est trop faible et nous, on dit l'euro est trop fort, on voit bien que ça peut pas tenir. Moi, ce que je dis aux retraités, notamment, qui ont un peu d'épargne, ce qui vous menace aujourd'hui, c'est pas d'une monnaie nationale, c'est de rester dans l'euro. Ce qui a fait que les Chypriotes ont perdu une grande partie de leur épargne, c'est le fait qu'ils sont restés dans l'euro. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a fait la loi Sapin 2, issue de la directive Union bancaire, qui permet demain d'aller chercher dans votre épargne pour sauver les banques. C'est pas la monnaie nationale, c'est le fait de rester dans l'euro et dans l'Union européenne. La Suisse, par exemple, n'est pas dans l'Union européenne, elle n'est pas dans l'euro. Elle est beaucoup plus petite que la France. Elle s'en sort beaucoup mieux. Idem pour la Norvège. La voix suisse porte moins que la voix française quand même dans le monde. On n'est pas le même pays, on n'a pas la même tradition, mais économiquement, socialement, elles s'en sortent beaucoup mieux. C'est un coffre-fort. Tous les pays. Non, mais attendez, je peux parler du Royaume-Uni qui a plus de croissance. Je peux parler de la Norvège. Je peux parler plus loin de la Corée du Sud, qui est pas un pays immense, qui est pas un pays immense, mais qui s'en sort beaucoup mieux. Vous savez, l'idée de Big is Beautiful, c'était une idée des années 1950. Quand il y avait les grands groupes, les grands blocs, l'URSS, etc. Aujourd'hui, ça n'est pas vrai. On a besoin d'États-nations qui soient agiles dans la mondialisation, qui soient libres d'avoir leurs frontières, d'avoir leur monnaie, d'avoir leur budget, de faire du patriotisme s'ils veulent soutenir leurs propres entreprises nationales. Pas les gros machins qui n'avancent pas, qui coûtent très cher et qui sont perclus d'idéologie comme l'est l'Union européenne. Voilà ce que nous disons. Et puis, pour ceux qui défendent à tout prix l'Union européenne, je leur dis, où est la démocratie dans ce système ? Où est la démocratie quand nous dépendons d'une banque centrale à Francfort qui peut décider à tout moment de nous couper les vivres si on prend une décision qui ne lui plaît pas? Quand les Grecs ont décidé qu'ils allaient changer de politique, la banque de Francfort leur a coupé les vivres. Non pas parce qu'ils ont leur monnaie nationale, mais justement parce qu'ils ont l'euro. Parce qu'ils ont l'euro. Et l'euro est une arme, est une épée de Damoclès sur les peuples. Je n'accepte pas qu'on vive sous cette dépendance, sous ce chantage. Il faut qu'on soit libre. On a beaucoup vu, monsieur Philippot, Marine Le Pen. Vous avez d'ailleurs plusieurs fois cité le nom de Donald Trump. Elle est même allée à la tour Trump avec le succès que l'on connaît. Donc vous êtes dans une espèce de pas de filiation, mais en fait vous dites, regardez aux États-Unis, ils ont élu Trump, etc., qui n'était pas un candidat du système. C'est ce que vous avez l'air de dire. Il se trouve que j'en reviens, que j'étais à New York encore hier, et qu'en réalité, ce candidat qui n'était pas le candidat du système, qui était quand même soutenu par une énorme chaîne de télévision qui s'appelle Fox News, aujourd'hui même Fox News ne le soutient plus. C'est-à-dire qu'après un mois de l'élection, plus aucun Américain ne croit en Donald Trump. Alors, fake news. Pas du tout ce que disent les sondages. Pas du tout ce que disent les sondages. Oui, non, mais il est soutenu sur une série de mesures majoritairement par l'opinion américaine. Attention à la déformation ici médiatique, c'est faux. Quand on lui fait dire, par exemple, qu'il a parlé d'attentat hier en Suède, il n'a pas du tout parlé d'attentat. Non, attendez, là, vous simplifiez à mort. Moi, d'abord, je suis pas le porte-parole de Trump, donc il y a des choses qu'il fait qui me plaisent, des choses qui me déplaisent. Attendez, des choses qui me déplaisent. Simplement, ce que je dis, c'est que nous, en tant que Français, il valait mieux Trump qu'Hillary Clinton. Je vous donne un exemple très très simple, mais très important. C'est le TAFTA, le traité transatlantique.
Clinton était pour ce traité. Épouvantable pour nous, hein. Bœuf aux hormones américains dans nos assiettes, OGM dans nos assiettes. Bien sûr que si. Non, dites pas des normes. Et baisse des droits de douane, baisse du niveau des normes, un peu comme le CETA avec le Canada, contre lequel nous avons voté. Il préfère ne pas avoir de règles du tout, alors. Non, lui, il a dit on sort du TAFTA. Et ben, comme nos présidents français sont incapables de le faire parce qu'ils ont transféré leur pouvoir de décider à Bruxelles. François Hollande a abandonné TAFTA. Non, mais François Hollande, il n'y a pas le pouvoir de le faire. On parlait d'Union européenne tout à l'heure. C'est la Commission européenne qui négocie pour nous et c'est elle qui décide pour nous. Ce ne sont malheureusement plus les gouvernements et les chefs d'État français qui négocient les accords commerciaux de la France, alors qu'ils impactent énormément notre industrie, notre agriculture, notre mode de vie, notre alimentation. Vous êtes d'accord qu'il faut passer des accords ? Parce que de toute manière, le libre-échange existe entre les pays. Il faut le limiter. Mais il faut bien passer des accords, des règles. Parce que bien finalement, sûr, mais il faut limiter ce libre-échange. CETA, c'est donc continuer sans règles. Ouais, mais et ça ne profite pas. Aujourd'hui, l'absence de règles fait que l'usine Whirlpool, rentable pourtant d'Amiens, 300 emplois, délocalise en Pologne. Ça, c'est l'absence de règles. S'il y avait des règles, on dirait, attendez, si vous faites ça, vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous délocalisez en Pologne, certes, mais tout ce que vous revendrez sur le marché français, parce que c'est un peu facile sinon, sera surtaxé de 35%. Et je peux vous assurer que ce sera dissuasif. Je voulais juste aller au bout justement de cette question, parce que ma question n'était pas là. La question est que, en réalité, les gens ont voté pour Trump certainement par un effet de ras-le-bol. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a dit que le vote Front National, c'était un vote en fait de protestation. Aujourd'hui, vous nous dites non, en réalité, c'est un vote d'adhésion, etc. Et ben moi, je pense que si par le plus grand des malheurs, Marine Le Pen était élue présidente de la République, vous vous trouveriez dans une situation de blocage et que la France ne serait totalement ingouvernable. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Est-ce que vous avez vu à quel point François Hollande, qui pourtant avait été élu par une majorité, qui pourtant avait le Parlement de son côté au début, et il l'a encore d'ailleurs aujourd'hui, la France a été bloquée. Comment est-ce que vous imaginez, vous, pouvoir gouverner avec un pays qui sera dans un blocage total si vous arrivez au pouvoir? Si nous arrivons au pouvoir, c'est qu'une majorité de Français l'auront décidé. Et donc il n'y aura pas de blocage, parce que c'est le jeu de la démocratie. C'était ce qui s'est passé avec François Hollande. Vous avez eu Nuit debout, vous avez eu les gens dans la rue, et vous les aurez tout autant. François Hollande, c'est la mollesse faite homme. Ah oui, donc vous réprimerez par la force toute forme de manifestation. C'est intéressant. Non, c'est intéressant, ça, c'est très intéressant. Vous pouvez livrer haut et fort vos délires, si vous le voulez. Moi, je vous dis ce que je dis. Ce sont les vôtres, monsieur Philippot, ce ne sont pas les miens. Vous inventez des propos qui ne sont pas les miens, excusez-moi. Si, vous avez dit que François Hollande était mou. Je dis qu'il est mou. Oui, et donc vous ferez comment avec les gens qui seront dans la rue? Nous aurons un véritable chef de l'État à la tête de l'État. Et qui fera quoi? Ça veut dire comment? Parce que les syndicats seront toujours là, monsieur Philippot. Mais ils auront parfaitement le droit de manifester. Mais si une loi est décidée par une majorité de Français, et vous savez comment on va faire? Il faut que vous ayez le Parlement derrière, et vous l'aurez pas, monsieur Philippot. Madame, vous avez oublié un outil en démocratie. C'est normal que vous l'ayez oublié parce qu'il n'est plus utilisé dans notre pays. Il y a un outil qui s'appelle le référendum. Si c'est bloqué par des syndicats peut-être minoritaires, malheureusement souvent minoritaires, c'est le problème en France, on fera un référendum. Et on verra ce qu'en pensent réellement les Français. Et là, les syndicats et les autres se coucheront devant le suffrage populaire. Parce que c'est ça la démocratie. On va réactiver ce référendum. On va même faire mieux. C'est une belle histoire qui marche pas. On va étendre son champ d'application. C'est une belle histoire qui marche pas parce qu'ils sont minoritaires depuis la nuit des temps. Et pourtant, ils emmerdent tout le monde. C'est un autre problème. Donc on va aller vers la liberté syndicale. Je voulais vous faire observer que tout à l'heure vous avez dit fake news. Fake news, c'est de l'anglais. Vous avez raison. Et donc je me corrige. J'essaie de me corriger. Alors je vais dire fausse info. Voilà. Fausse info. Vous avez parfaitement raison. Attendez, sur les syndicats, c'est vachement important. Je vous écoute juste après. Il faut supprimer le monopole de représentativité aussi des syndicats. Il faut arrêter de syndicats, quoi. Il faut plus de syndicats. C'est son rêve. Il faut plus de syndicats. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Tu viens de dire qu'ils sont minoritaires depuis la nuit des temps. Mais est-ce que c'est pas la vérité? C'est un fait. C'est un problème. Pas le rêve. Par rapport à quoi? Mais ils représentent 5 ou 6% des salariés. Si vous négociez avec des syndicats qui sont très minoritaires, ils ont moins de légitimité. Est-ce que vous négociez à moins de légitimité? Ça peut provoquer des blocages et des colères. Si vous avez des syndicats vraiment représentatifs, et nous œuvrerons en ce sens, alors les accords seront beaucoup plus légitimes et passeront mieux dans la société française et apaiseront la société française. Je vais négocier. Je reviens sur ce que Marianne disait. Je suis pas sûre que vous ayez justement la majorité au Parlement pour pouvoir gouverner. Enfin, j'ai envie de dire, c'est ce qui m'inquiète et ce qui m'inquiète pas ce qui me rassure. Mais je veux dire, vous allez être élu peut-être à la présidence, mais il y a des Français qui vont se réveiller avec la gueule de bois, des Français abstentionnistes, et qui vont se dire, zut, un peu comme pour le Brexit d'ailleurs, il y a des Anglais qui se sont réveillés avec la gueule de bois, et qui vont se dire, zut, on va aller voter au Parlement pour la gauche, la droite, histoire de vous bloquer. Vous allez vous retrouver avec une cohabitation, ce qu'on n'a plus vu depuis le quinquennat. Et comment vous allez faire
Comment vous allez faire pour gouverner la France dans ces conditions? Je suis en total désaccord avec votre analyse. Vous savez que les législatives suivent de 6 semaines la présidentielle. Si Marine Le Pen est élue, c'est qu'il y a un élan national immense. Elle aura une majorité derrière. Elle aura, mais je vais vous dire même plus que ça, il y aura une vague bleu marine immense. Parce que les Français confirmeront ce choix et voudront qu'elle ait les moyens d'appliquer son projet de redressement national. Vous dites sur le Brexit, c'est intéressant parce que, oui, on a dit dans les jours qui suivent, comme si on le savait d'ailleurs, les Français, les Britanniques qui ont voté ont la gueule de bois. Aujourd'hui, il y a des sondages qui sont faits. Qu'est-ce que vous revoteriez si on votait aujourd'hui? Il y a plus de monde qui vote pour le Brexit aujourd'hui qu'en juin dernier. Simplement sur la majorité, parce qu'elle est importante cette question, parce qu'il suffit pas d'être président, il faut aussi avoir les moyens d'appliquer son programme. Marine Le Pen a, semble-t-il, tendu la main à Henri Guénaud, Nicolas Dupont-Aignan, une majorité possible en allant chercher de ce côté-là, c'est-à-dire dans la droite, soit les Républicains ou celle qu'incarne Nicolas Dupont-Aignan. C'est-à-dire, effectivement, Henri Guénaud, Nicolas Dupont-Aignan sont de vrais patriotes. Ça, je pense. Mais vous savez, vous n'avez pas le monopole du patriotisme. Je suis patriote aussi. J'ai tellement pas le monopole que je leur reconnais la qualité de patriote. Vous voyez, donc je vais dans votre sens. Je dis Nicolas Dupont-Aignan et Henri Guénaud. On pourrait très bien avoir Henri Guénaud, Nicolas Dupont-Aignan dans un gouvernement Marine Le Pen. Moi, je le pense. Parce que il y a une vraie cohérence. Sarkozy 2007, où on prend les gens un peu en traître et puis on fait venir dans le gouvernement des gens qui font l'inverse de ce qui a été dit pendant la campagne. Nous, on annonce, ça pourrait être ouvert à des gens hors Front National, mais qui partagent un logiciel patriote évident. Donc oui, bien sûr. Mais on tend la main, on ouvre les bras à tous les patriotes de droite et de gauche. J'ai entendu Philippe de droite et de gauche. Enfin, j'ai surtout lu Philippe de Villiers dans les colonnes du JDD qui disait du bien de Marine Le Pen, alors que c'était pas forcément le cas précédemment. Il y a des contacts. Philippe de Villiers est en train de rejoindre votre équipe. Je me réjouis de ces déclarations de Philippe de Villiers. Vous savez que moi, mon tout premier meeting, c'était pour les Européennes 99, c'était à Lille, et c'était Pasqua et Villiers qui menaient. Donc c'était mon premier meeting politique de toute ma vie, et c'était Villiers et Pasqua. Donc je suis très heureux que cette boucle se boucle. Théo le jeune Théo a-t-il été victime de violences policières? C'est à l'enquête de le dire. C'est à la justice de le dire. Pour l'instant, il y a eu simplement une enquête administrative de l'IGPN. Maintenant, la justice s'exprimera. Si c'est le cas, il faut qu'il y ait une sanction exemplaire. Maintenant, est-ce qu'il fallait dès le départ accuser les policiers, ces policiers-là, et puis jeter l'opprobre par des propos irresponsables sur toute la police nationale? Non. Parce que la police travaille dans des conditions très difficiles et qu'on ne peut pas encourager les manifestations qui ont dégénéré, qu'on a encore vues ces derniers jours, qui cassent, qui brûlent, qui violentent. Que répondez-vous à ceux qui disent deux poids deux mesures, le policier qui a fait ça devrait être en détention provisoire? Je n'ai pas à me mettre à la place de la justice. Ceux qui disent cela se fondent sur quoi? Sur leur ressentiment personnel ou leur ressenti? Très bien, mais je ne suis pas d'accord. Qu'on se pose moins la question vous savez, avec d'autres types de délinquance. On ne se pose pas non plus beaucoup la question de ces centaines de policiers et de gendarmes qui sont blessés en service chaque année. Que ces policiers qui ont été brûlés vifs dans leur voiture à la fin de l'année dernière, mais le chef de l'État n'est pas allé les voir sur leur lit d'hôpital. Alors que ce sont ces agents, puisqu'ils font partie de la fonction publique de la France. Voilà, et lui, il est président de la République française. Vous auriez aimé que François Hollande aille voir les policiers de Viry-Châtillon sur leur... Oui, tout à fait, bien sûr. Juste une question, vous avez proposé dans un autre domaine, si vous permettez qu'on sorte de la sécurité, de taxer les emplois étrangers, les emplois occupés par des étrangers en France. Bon, comme vous le savez, cette mesure serait retoquée en l'état actuel par le Conseil constitutionnel, mais que diriez-vous d'un système de carte verte comme ça existe aux États-Unis ? Alors d'abord, la mesure, non, elle ne serait pas retoquée parce qu'elle existe déjà. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a une contribution déjà forfaitaire. Mais c'est sur les salariés extra-communautaires. Une fois. Voilà, mais nous, on veut pas faire de discrimination entre les étrangers communautaires ou extra-communautaires. Donc on le fera pour tout le monde. Qu'est-ce que vous vouliez? Une carte verte? Oui, non, mais cette taxe c'est important parce que c'est un bon modèle parce que c'est un modèle de rationnement. L'idée est de favoriser l'emploi français, vous l'avez compris. En même temps qu'on abrogera la directive détachement des travailleurs, d'ailleurs. La taxe verte, écoutez, aujourd'hui, je suis pas convaincu que ce soit nécessaire. Nous avons 6 millions de chômeurs, y compris des gens très qualifiés. Parce que la carte verte, c'est pour des gens normalement très qualifiés. Bon, donc ça me semble pas nécessaire. Il faut simplement mieux adapter, mettre en adéquation la formation par rapport aux besoins de certains secteurs ou de certaines entreprises. Vous allez expliquer simultanément aux Français qu'il faut prendre, parce que ça marche ensemble, hein, il faut prendre les emplois dont ils ne veulent pas aujourd'hui. C'est-à-dire des emplois dans le secteur du bâtiment, des travaux publics, les éboueurs, etc. Alors les éboueurs, c'est à part parce qu'ils sont correctement payés, mais il y a beaucoup de jobs entrée de gamme, le back-office, pardon pour ce mot anglais, dans le secteur de la restauration. Ce sont des Mauriciens, des Ivoiriens, des plongeurs. Et il va falloir dire aux Français, les gars, on y va. Vous savez,
justement, ils sont mal payés. Compliqué. Non, mais justement, ils sont mal payés parce qu'on utilise une immigration qui acceptera des salaires plus bas, parce qu'ils viennent de pays où les salaires sont beaucoup plus bas, ou même des conditions sociales moins favorables, pour ne pas augmenter les salaires. Donc, il faut prendre le problème à l'envers. Il faut dire, attendez, vous n'aurez plus cette facilité. Si vous voulez vraiment un étranger, vous y mettrez le prix avec la taxe. Mais sinon, vous prendrez un Français et vous rehausserez un peu vos salaires. Et là, la croissance dégringole. Non, la croissance dégringole pas. Parce qu'il y a une bonne partie de l'économie française qui s'arrête. Non, pas du tout. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où justement, les salaires sont bloqués, les retraites sont bloquées, le point d'indice des fonctionnaires est bloqué, et ça n'est pas bon, ça fait du surplace. Il faut remettre un peu d'argent dans le système. Et comment on remet de l'argent dans le système? On crée des débouchés, on crée du carnet de commandes pour les entreprises. C'est le sens du patriotisme économique, mais en contrepartie, les salaires vont augmenter. Une question, le film Chez nous de Lucas Belvaux sort mercredi. Alors comme vous l'avez critiqué sans l'avoir vu, allez-vous voir le film Chez nous mercredi en salle? Je l'avais critiqué, surtout pas sur le principe, il a le droit d'exister ce film, mais du fait qu'il y a un financement public et qu'on est à 2 mois de la présidentielle. Ça me pose un problème démocratique. Mais j'avais vu l'interview de Monsieur Belvaux qui était anti-Front National à mort. Bon. Est-ce que vous irez voir le film mercredi? Non, j'irai pas. Sur pièce. Je n'irai pas enrichir ce personnage, mais j'ai vu toutes les nombreuses interviews qu'il a faites depuis, puisqu'il a fait beaucoup de médias. Et en fait, je me suis dit que je m'étais trompé. On doit se réjouir de ce film parce que je pense que c'est notre meilleur VRP en ce moment. Monsieur Lucas Belvaux sointe tellement la suffisance de classe. Je l'ai vu parler des ouvriers de Whirlpool, expliquer, alors qu'on voyait nos équipes tractées à la sortie de l'usine, et il reprenait sur le plateau sa mine arrogante traditionnelle en disant « tout ça ce sont des bêtises, évidemment ça correspond à la pensée simple du Front National qui peut tenir en un tweet, etc. » Ça sointait tellement le mépris de classe, je me suis dit « montrez Lucas Belvaux partout ». C'est notre meilleur VRP. J'ai vu qu'il avait assisté à la diffusion du film à l'Elysée, d'ailleurs, avec François Hollande, ça m'a fait rire. Comme paraît-il que ce n'était pas un film politique à la base, nous avait-on dit, mais il assiste quand même à la diffusion du film avec le président de la République à l'Elysée, quand même. Mais en fait, montrez-le partout. De grâce, invitez-le. Cet homme nous fait, je crois, gagner des voix chaque jour. Merci Florian Philippot de passer par le Grand Oral des GG.